Madame, je n'ai pas le temps pour votre petite boîte de souvenirs. Soit vous mettez ces bibelots dans la poubelle avec vos autres babioles, soit vous irez expliquer à la compagnie aérienne pourquoi vous avez manqué votre vol. Les mots, glissant de l'autorité bon marché d'un uniforme délivré par le gouvernement, résonnaient dans la caverne stérile, éclairée au néon, du poste de contrôle de la TSA. La foule, un fleuve traînant de voyageurs fatigués, offrit quelques ricanements nerveux, le genre de rire qui prend parti pour l'intimidateur pour éviter d'en devenir la cible. La femme, à l'autre bout de l'insulte, ne montra cependant aucune réaction. Son visage, une étude de neutralité placide, ne tressaillit pas. Ses mains, fermes et sûres, continuaient de placer méthodiquement son ordinateur portable et ses chaussures dans un bac en plastique gris. Elle était quelconque à tous égards, taille moyenne, cheveux attachés en un simple nœud, vêtue d'un simple sweat à capuche gris et d'un jean qui avait connu des jours meilleurs. Elle aurait pu être n'importe qui, une étudiante, une touriste, une fille rentrant chez elle. Mais lorsqu'un colonel des marines à la retraite, 3 fils plus loin, vit la façon dont elle se tenait, un changement subtil, presque imperceptible dans sa posture qui équilibrait parfaitement son poids sur la pointe de ses pieds, il ressentit un frisson soudain et inexplicable. Il connaissait cette position. C'était le calme avant la tempête. Si vous croyez que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer, tapez respect dans les commentaires ci-dessous. L'agent de la TSA, un homme nommé Miller, dont le badge était aussi poli que son ego était gonflé, ne vit manifestement rien de tout cela. Il ne vit qu'une femme qui ne se conformait pas à la rapidité qu'il exigeait. Avec un soupir théâtral, il lui arracha la petite boîte en bois simple, sans fioriture, des mains. Elle était vieille, le bois de cerisier foncé, poli par des années de contact avec des mains pieuses. Qu'est-ce qu'il y a de si important là-dedans, de toute façon, ricana-t-il, ouvrant le simple loquet en laiton. Il n'attendit pas de réponse. Il retourna la boîte, et son contenu s'entrechoqua au fond du bac gris avec un bruit de métal profané. Une collection de médailles, leur ruban une éclaboussure vibrante de couleur contre le plastique terne, gisait éparpillé parmi ses clés et un tube de baume à lèvres. Voyez, juste de vulgaires bibelots, annonça Miller à la file, un sourire narquois satisfait se répandant sur son visage. Des trophées de participation pour tout le monde, de nos jours, dit-il, et il poussa le bac sur le tapis roulant. La femme ne dit toujours rien. Son silence était vaste et troublant. Elle regarda le bac disparaître dans la machine à rayons X, sa respiration, même son regard, inébranlable. Elle était une île de calme profond dans un océan d'impatience institutionnalisée. Pour les badauds, son manque de réaction était déconcertant, peut-être un signe de faiblesse ou de peur. Mais le colonel savait mieux. Il n'était pas témoin de la peur. Il était témoin d'une discipline d'un genre qu'il n'avait pas vu depuis Kandahar. C'était le contrôle terrible et magnifique d'une personne qui opère à un niveau si loin au-delà de cette mesquine humiliation qu'elle ne l'enregistrait tout simplement pas comme une offense. C'était juste un problème à résoudre. Une fois passée au scanner, elle récupéra ses affaires avec la même grâce tranquille et méthodique. Elle ramassa soigneusement chaque médaille dans le bac, ses doigts balayant la poussière de son voyage profane. Elle ne les inspecta pas pour d'éventuels dommages, ni ne les serra avec sentiment. Elle les rassembla simplement, ses mouvements économiques et précis, et les replaça à l'intérieur de la boîte en bois, fermant le couvercle d'un doux clic final. L'agent Miller la regarda, les bras croisés, s'attendant à des larmes ou à une demande furieuse de voir son superviseur. Il n'obtint ni l'un ni l'autre. La femme jeta son sac à dos sur son épaule et s'éloigna du poste de contrôle, se fondant dans la foule anonyme du terminal. Trouvant une alcôve tranquille près d'une porte d'embarquement, elle ne s'assit pas sur les sièges prévus, mais s'appuya contre un mur, se fondant dans le décor. Elle sortit un simple téléphone quelconque et passa un seul appel. Sa voix, lorsqu'elle l'utilisa enfin, était basse et claire, dépourvue de toute inflexion émotionnelle. C'était la voix d'un pilote lisant une liste de contrôle, d'un chirurgien confirmant une procédure. Watchdog, ici Sentinelle Prime, dit-elle. Ces mots, une chaîne silencieuse de codes apparemment absurdes, conditions noires. Logan Terminal s'est authentifié Victor Echo India Tango Alpha Sierra. Accusé de réception. Il y eut une brève pause. Puis elle reprit la parole. Accusé de réception. En attente. L'appel dura moins de 20 secondes. Elle rangea ensuite son téléphone, appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux, un portrait d'immobilité absolue. C'était sa compétence, celle que personne ne pouvait voir. Elle ne résidait pas dans un coup de poing ou une arme. Elle résidait dans un nom,
Un mot, une vie de confiance méritée qui pouvait maintenant être invoquée d'un murmure. Le changement fut imperceptible au début, puis indéniable. Le ronronnement rythmique de l'aéroport commença à faiblir. Quelques policiers d'État, le visage sévère et incommunicatif, apparurent aux portes vitrées coulissantes, leur présence une note immédiate et discordante de gravité. Puis d'autres arrivèrent, créant un périmètre silencieux. Les annonces joyeuses et répétitives sur les zones d'embarquement et les récupérations de bagages bredouillèrent et cessèrent. Sur le tarmac, les équipes au sol reçurent l'ordre de s'arrêter. Le tableau d'affichage numérique des départs clignota, puis tous les statuts des vols changèrent pour un seul mot menaçant, retardé. Une vague de confusion traversa le terminal. Les voyageurs baissèrent leurs magazines et leurs téléphones. Leur agacement se changea lentement en une anxiété palpable. L'air, autrefois rempli des sons banals du voyage, devint lourd d'un silence tendu et interrogateur. L'agent Miller, depuis son poste de contrôle de sécurité, sentit le premier pincement de peur véritable. Son petit royaume de bacs en plastique et de détecteurs de métaux était systématiquement et silencieusement démantelé. Puis il les vit. Des SUV noirs, une douzaine d'entre eux, se garèrent sur le trottoir en une procession silencieuse et parfaitement synchronisée, déversant des hommes en costume sombre et en uniforme militaire. Ils ne couraient pas. Ils se déplaçaient avec une détermination bien plus intimidante. Les portes vitrées s'ouvrirent, et ils entrèrent dans le terminal, une phalange d'autorités silencieuses et disciplinées qui fendait la foule confuse comme une proue de navire-lot. Leurs yeux ne scrutaient pas une menace. Ils cherchaient une personne. À la tête de cette formation intimidante se trouvait un homme qui rayonnait une aura de commandement si puissante qu'elle semblait courber l'air autour de lui. Il était grand, avec des cheveux argentés coupés courts et un visage taillé dans le granit. 4 étoiles d'argent scintillaient sur le col de son uniforme, chacune un témoignage d'une vie de service et de responsabilités inimaginables. Il s'agissait du général Mark Thompson, commandant du commandement des opérations spéciales des États-Unis. Son regard balaya le terminal chaotique, écartant le bruit et la panique avec l'aisance d'un homme habitué à des crises bien plus graves. Il ignora les responsables de l'aéroport qui se précipitaient vers lui, le visage pâle de panique. Ses yeux trouvèrent instantanément leur cible, la femme discrète au sweat à capuche gris, toujours appuyée contre le mur comme en méditation. La démarche du général ne faiblit jamais alors qu'il traversait le sol poli, son entourage se déployant derrière lui, sécurisant la zone avec une efficacité invisible et rodée. L'agent Miller observa cette procession, la bouche ouverte, une réalisation froide et écœurante se faisant jour au creux de son estomac. Le monde qu'il comprenait, un monde de règles qu'il pouvait faire appliquer et de personnes qu'il pouvait rabaisser, se dissolvait en temps réel. Le général 4 étoiles, un homme que Miller n'avait vu qu'à la télévision, marchait directement vers la femme dont il avait si négligemment jeté les bibelots dans un bac en plastique. Le général s'arrêta à 60 cm d'elle, sa posture d'une déférence patiente. La femme ouvrit les yeux. Le général ne lui parla pas d'abord. Au lieu de cela, il tourna légèrement la tête, son regard tombant sur le superviseur de la TSA, qui avait enfin rassemblé le courage de l'approcher. La voix du général, quand elle se fit entendre, n'était pas forte, mais elle coupa le silence du terminal comme le scalpel d'un chirurgien. « Votre agent » commença-t-il, sa voix un grondement sourd de fureur contenue, celui du poste de contrôle 4. Il a qualifié une collection de médailles de bibelots. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Cette collection comprenait la Navy Cross décernée à titre posthume à un membre de son équipe pour des actions lors de l'opération Méduse. Elle la portait à son fils. Elle comprenait également ses 2 propres étoiles d'argent, 3 étoiles de bronze avec le EVU pour valeur, et 4 Purple Hearts. Chaque médaille fut nommée comme un coup de marteau, une démolition de l'ignorance. Le visage du superviseur devint blanc. Le général Thompson tourna alors toute son attention vers la femme. Dans la salle caverneuse et silencieuse de l'aéroport international Logan, entouré d'une centaine des soldats et opérateurs les plus élitistes de la nation, le commandant 4 étoiles du SOCOM, commandement des opérations spéciales, se mit au garde-à-vous le plus parfait qu'il n'ait jamais tenu. Il leva la main pour un salut si net, si chargé de toute une carrière de respect, qu'il sembla vibrer dans l'air. « Chef principal Sharma, dit-il, sa voix maintenant emplie d'une autorité profonde, presque révérencieuse, au nom d'une nation reconnaissante, je vous présente mes excuses pour le manque de respect qui vous a été témoigné, avoué à la mémoire de vos camarades, aujourd'hui. Votre transport vous attend. » La vue de cela, le puissant général saluant la femme silencieuse, fut un changement tectonique,
un moment qui a réorganisé l'univers moral de tous ceux qui en furent témoins. L'histoire de l'incident de l'aéroport Logan devint une légende instantanée, se répandant non pas comme une traînée de poudre, mais comme une onde de choc. Avant même que le chef principal Sharma n'ait embarqué dans le transport militaire qui l'attendait, des vidéos de son salut, filmées avec des téléphones portables, ricochetèrent sur Internet. C'était un clip silencieux de 30 secondes qui en disait bien plus que n'importe quel reportage. Sur les forums militaires et les groupes de réseaux sociaux, les vétérans et le personnel militaire actif partagèrent le clip avec un seul mot, réhabilitation. L'agent Miller fut renvoyé avant même que le convoi du général n'ait quitté l'enceinte de l'aéroport. Son licenciement, une note de bas de page dans la bien plus grande histoire d'honneur et de conséquences. Il devint un paria anonyme, un exemple édifiant sur pattes dont le nom était synonyme des périls de juger un livre à sa couverture. La Transportation Security Administration, confrontée à un cataclysme de relations publiques, publia des excuses nationales formelles en quelques heures et lança immédiatement un examen complet de ses protocoles de formation concernant le personnel militaire. L'effet d'entraînement fut immense. L'incident a forcé une conversation nationale, un moment de réflexion collective sur le service invisible et méconnu de ceux qui marchent parmi le monde civil, leur sacrifice caché derrière un plaquage de normalité. Pour sa part, Anna Sharma resta totalement absente de la légende qu'elle avait créée. Elle ne donna jamais d'interview, ne publia jamais de déclaration, ne chercha jamais de reconnaissance pour la tempête qu'elle avait involontairement déclenchée. Elle assista aux funérailles de son coéquipier tombé au combat, présenta discrètement la Navy Cross posthume et un drapeau parfaitement plié à sa famille en deuil, puis disparut dans l'ombre où elle se sentait le plus à l'aise. Son silence, qui avait été pris pour de la faiblesse dans la file de la TSA, était maintenant compris pour ce qu'il était, la marque d'un véritable professionnel. Elle n'avait pas besoin de validation publique car sa valeur n'était pas déterminée par les opinions des autres. Elle avait été forgée dans des creusets de feu et de pertes, mesurée en vies sauvées et en missions accomplies. La légende n'était pas pour elle. Elle était pour tous les autres. Ce fut une leçon gravée dans la conscience publique. Un artefact symbolique est né de l'événement, la séquence de sécurité elle-même. Des copies furent envoyées à chaque agence fédérale de maintien de l'ordre et de sécurité du pays, non pas comme un enregistrement d'un incident, mais comme un composant essentiel de leur programme de formation sur la conduite professionnelle, la conscience situationnelle et, surtout, le respect. La petite boîte en bois usé fut récupérée, et les médailles qu'elle contenait furent manipulées avec la révérence qu'elle méritait, un témoignage silencieux de la compétence discrète qui les avait défendus sans un seul mot. Des mois plus tard, l'héritage de ce jour s'était solidifié, passant d'un moment viral à un changement institutionnel. Le protocole Sentinelle, une nouvelle directive nationale nommée en l'honneur de l'indicatif d'appel du chef principal Sharma, fut entièrement mise en œuvre dans tous les aéroports des États-Unis. Il décrit des procédures spécifiques et respectueuses pour la manipulation des décorations et honneurs militaires, garantissant qu'aucun militaire ne verrait plus jamais ces symboles de sacrifice traités comme de simples bibelots. Une petite plaque discrète fut installée à chaque poste de contrôle de la TSA, un rappel silencieux aux agents et aux voyageurs du jour où un terminal s'était immobilisé. L'histoire est devenue un folklore, un outil pédagogique transmis aux nouvelles recrues, une parabole moderne sur les dangers des préjugés et le pouvoir de la dignité tranquille. L'histoire de la femme aux sweats à capuche gris était désormais utilisée pour illustrer une vérité fondamentale, que la personne la plus dangereuse ou la plus décorée dans une pièce est souvent celle à laquelle on s'attendrait le moins. Elle leur a appris à regarder au-delà de la surface, à voir la posture derrière les vêtements civils, à entendre la discipline dans le silence, et à comprendre qu'une position d'autorité mineure est une confiance sacrée, pas une licence pour l'arrogance. L'incident n'a pas seulement corrigé l'erreur d'un homme. Il a recalibré tout un système, intégrant une leçon d'humilité et de respect dans le béton même des institutions destinées à protéger la nation. La vraie force n'est pas une performance. C'est une certitude interne tranquille forgée dans les feux de l'expérience. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, car elle est évidente dans chaque action, dans chaque moment de retenue, dans le calme profond qui reste stable pendant que le monde autour d'elle éclate dans le chaos. Le pouvoir de l'agent Miller était bruyant, cassant et temporaire, bâti sur la fondation superficielle d'un uniforme. Le pouvoir du chef principal Sharma était silencieux, profond et durable, bâti sur une vie de sacrifice, de compétence et le respect inébranlable de ses pairs. Son histoire sert de témoignage puissant à l'idée que l'honneur n'est pas quelque chose que l'on peut exiger. C'est quelque chose que l'on commande par le caractère. C'est un rappel que la voix la plus forte dans la pièce est souvent la plus faible, et que le véritable héritage n'est pas défini par le bruit que l'on fait, mais par l'impact silencieux et indélébile que l'on laisse derrière soi.
Le monde est plein de professionnels discrets, les sentinelles qui marchent parmi nous. Leur grandeur est cachée à la vue de tous. Ils ne cherchent ni applaudissements, ni reconnaissance, seulement l'accomplissement réussi de leur devoir. Leur silence est leur badge d'honneur, leur compétence leur credo. Pour plus d'histoires où la compétence discrète triomphe de l'arrogance bruyante et où le respect gagné définit la vraie valeur, abonnez-vous aux histoires d'héroïnes inconnues.